Son rire a résonné dans cette salle d'audience comme un couteau que l'on remuait dans ma poitrine. Bastien a vraiment ri, juste là, devant le juge, devant tout le monde. Mon mari depuis 8 ans a rejeté la tête en arrière et a ri de moi. Son avocat venait d'expliquer pourquoi j'étais une mère indigne. Le juge venait de lui accorder la garde exclusive temporaire de nos 2 enfants. Et Bastien Delorme, l'homme à qui j'avais tout donné, s'est penché vers moi et a chuchoté que j'aurais de la chance de voir mes enfants 2 fois par mois sous surveillance, comme si j'étais une sorte de criminelle, comme si j'étais dangereuse. La mère qui avait bercé ses bébés pour les endormir chaque soir, qui avait mémorisé chaque allergie alimentaire, chaque cauchemar et chaque histoire préférée pour le coucher, cette mère était maintenant traitée comme une menace. Et mon mari riait. Je suis Adèle Selena. J'avais 34 ans lorsque mon monde entier s'est effondré dans une salle d'audience à Nice. 34 ans, mariée depuis 8 ans, mère de Manon, qui avait 7 ans, et de Théo, qui avait presque 6 ans, son anniversaire arrivant dans à peine 2 mois. 34 ans, et soudain je n'avais plus rien. Pas de maison, pas d'enfants, pas d'économie, rien d'autre que les vêtements que je portais et une Toyota d'occasion qui faisait des bruits comme si elle passait une audition pour la bande-son d'un film d'horreur à chaque fois que je mettais le contact. Mon mécanicien m'a dit un jour que la voiture n'était pas cassée, elle ne faisait que s'exprimer. Je n'avais pas les moyens de demander un deuxième avis. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Et plus important encore, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. J'ai rencontré Bastien quand j'avais 25 ans. Il était charmant, ambitieux, et gravissait rapidement les échelons d'une entreprise technologique à Sophia Antipolis. Je travaillais comme secrétaire médical dans un hôpital. Un travail bon et stable dont j'étais fier. Mes parents étaient des immigrés qui m'avaient appris que le travail acharné et l'honnêteté étaient les seules choses dont on avait besoin en France. Baisse la tête, fais ton travail, traite bien les gens, et tout ira bien. J'y croyais. J'y croyais vraiment. Bastien m'a séduite. Des dîners chics, des voyages le week-end. Il me disait que j'étais belle, que j'étais la femme qu'il cherchait depuis toujours. Nous nous sommes mariés quand j'avais 26 ans, et Manon est arrivée 1 an plus tard. Théo a suivi 2 ans après. La vie était belle. La vie était exactement ce que j'avais rêvé qu'elle serait. Quand les enfants étaient petits, Bastien a suggéré que je réduise mes heures de travail. Pas simplement à temps partiel, a-t-il dit, pour la famille. Les enfants ont besoin que tu sois plus présente à la maison. Je peux subvenir à nos besoins. Et parce que je lui faisais entièrement confiance, parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble, j'ai accepté. Je suis passé à temps partiel. J'ai géré le foyer. J'ai élevé nos enfants. J'ai soutenu sa carrière pendant qu'il montait de plus en plus haut. Ce que je ne savais pas, c'est que Bastien prévoyait de me quitter depuis avant même la naissance de Théo. Il me donnait de l'argent de poche comme à une adolescente. Chaque mois, un montant fixe apparaissait sur mon compte personnel, et c'était censé couvrir les courses, les activités des enfants, mon essence, tout. Si j'avais besoin de plus, je devais demander. Je devais m'expliquer. Et je n'ai jamais remis cela en question parce que je faisais confiance à mon mari. Mes parents avaient un mariage traditionnel où mon père gérait l'argent, et je pensais que c'était simplement comme ça que les choses fonctionnaient. J'étais une idiote. Une idiote complète et totale. Si je pouvais retourner en arrière et parler à cette version plus jeune de moi-même, je la secouerais par les épaules. Mais avec le recul, la vision est parfaite, alors que la prévoyance est apparemment légalement aveugle. Les papiers du divorce sont arrivés sur mon lieu de travail. Pas à la maison où j'aurais pu avoir de l'intimité. Pas par courrier où j'aurais pu assimiler la nouvelle seule. Non. Un huissier de justice est entré dans le service de facturation de l'hôpital et a appelé mon nom devant tout le monde. Mes collègues ont regardé alors qu'on me remettait les documents qui détruisaient ma vie. Bastien a fait ça délibérément. Humiliation maximale. Cela aurait dû tout me dire sur qui il était vraiment. Mais c'est devenu pire. Bien pire. Son avocat m'a dépeinte comme mentalement instable, négligente, dépassée et incapable de prendre soin de mes propres enfants. Chaque petit moment d'épuisement que chaque mère traverse a été déformé en preuve d'incompétence. Cette fois où Manon est tombée de vélo pendant que j'étais distraite avec Théo. Cette fois où j'ai oublié de signer une autorisation de sortie. Cette fois où j'ai pleuré lors d'un événement scolaire parce que je passais une semaine difficile. Tout cela documenté, tout cela sauvegardé.
Bastien montait un dossier contre moi depuis 18 mois pendant que j'étais occupé à l'aimer et à élever ses enfants. Et il n'agissait pas seul. Sa mère, Constance Delorme, l'aidait depuis le début. Cette femme m'avait souri de l'autre côté de la table lors des dîners de fête tout en documentant secrètement chaque erreur que je commettais. Elle avait proposé de faire du babysitting pour pouvoir prendre des notes sur le comportement des enfants avec moi par rapport à sans moi. Elle avait photographié ma cuisine en désordre, mon linge non plié, mon visage fatigué construisant un dossier, construisant une arme. Constance était le genre de femme capable de trouver des défauts à un lever de soleil. Trop orange, trop lent, pas assez de vitamine D. Mais la trahison qui m'a le plus brisé n'est pas venue de Constance Delorme. Elle est venue de mon propre sang. Ma sœur Pauline a témoigné contre moi. Ma petite sœur que j'avais protégée toute notre enfance. Ma sœur, à qui j'avais prêté de l'argent, que j'avais laissé pleurer sur mon épaule à travers 3 ruptures difficiles, que je considérais comme ma meilleure amie. Pauline s'est assise sur ce siège de témoin et a dit à la cour que j'étais toujours débordé, que j'étais colérique avec les enfants, qu'elle s'inquiétait pour ma santé mentale. Elle a prononcé ces mots en regardant le sol, refusant de croiser mon regard, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai découvert plus tard que Pauline sortait avec l'un des collègues de Bastien. Elle voulait rester dans leur bonne grâce. Elle m'a vendu pour un homme et quelques réservations de dîner dans des restaurants chics. Mon avocate était commise d'office parce que je ne pouvais rien me permettre d'autre. L'avocat de Bastien portait une montre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Et considérant que la caractéristique principale de ma voiture était de sonner comme si on l'assassinait chaque fois que je la démarrais, ce n'était pas exactement une barre très haute. Mon avocate était surchargée de travail, mal préparée et clairement dépassée. Elle a fait de son mieux, mais son mieux n'a pas suffi. L'ordonnance de garde temporaire a tout donné à Bastien. Les enfants resteraient dans la maison familiale parce que c'était l'environnement stable, la maison en bord de mer à Antibes, d'une valeur de 570 000 €, que j'avais aidé à payer, que j'avais décorée, nettoyée et remplie d'amour. Cette maison était maintenant la sienne. On m'a ordonné de trouver un logement alternatif et je pourrais demander des droits de visite une fois installé. J'ai emménagé dans un studio si petit que je devais sortir pour changer d'avis. L'annonce immobilière le qualifiait probablement de douillet et efficace. Les agents immobiliers pourraient faire passer une cellule de prison pour une cure thermale. Une pièce, une fenêtre, une salle de bain où la douche était directement au-dessus des toilettes parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour qu'ils soient séparés. C'était ma vie maintenant. C'était ce que 8 ans de mariage et de dévouement m'avaient rapporté. Mais quelque chose s'est passé pendant cette terrible audience au tribunal. Quelque chose que j'ai failli manquer parce que j'étais tellement anéanti par tout ce qui se passait autour de moi. C'était juste un moment, une lueur. Bastien a remis un dossier à son avocat, et l'avocat l'a rapidement glissé dans sa mallette avec un coup d'œil autour de la pièce, comme s'il vérifiait si quelqu'un avait remarqué. Et lorsque les documents de déclaration financière ont été présentés, quelque chose dans les chiffres semblait faux. Le revenu de Bastien était indiqué à 135 000 € par an. Mais je me souvenais de conversations. Je me souvenais de lui se vantant de bonus et de stock options. Je me souvenais d'un style de vie qui ne correspondait pas à ces chiffres. À l'époque, j'étais trop brisé pour y penser clairement. Mais cette graine était plantée. Ce minuscule soupçon s'est logé dans mon cerveau et a attendu. Avant de continuer, si vous appréciez l'histoire, merci de vous abonner et de me dire dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire et il compte énormément pour moi. Merci beaucoup pour votre soutien. Les semaines qui ont suivi cette audience ont été les plus sombres de toute ma vie. Bastien utilisait la corps de garde comme une arme. Chaque visite devenait une bataille. Je conduisais 45 minutes pour récupérer les enfants. Et quand j'arrivais, Bastien m'accueillait à la porte avec un haussement d'épaule désolé. Désolé, disait-il. Manon s'est réveillée avec mal au ventre. Il vaut mieux qu'elle reste à la maison aujourd'hui. Ou, Théo a été invité chez un copain, ça vient juste de tomber. Peut-être le week-end prochain. Le week-end prochain. Toujours le week-end prochain. Et quand le week-end suivant arrivait, il y avait toujours une autre excuse. Les rares fois où j'ai pu voir mes enfants, quelque chose avait changé en eux. Manon, ma petite fille brillante et bavarde, était calme et distante. Elle répondait à mes questions par des réponses d'un seul mot et passait la plupart de notre temps ensemble à fixer sa tablette. Théo était pire. Mon petit garçon pleurait et s'accrochait à moi, demandant pourquoi maman les avait laissés,
Pourquoi maman ne voulait plus vivre avec eux? Qui t'a dit ça, bébé? Demandai-je. Mais je connaissais déjà la réponse. Bastien empoisonnait mes enfants contre moi. Chaque soir dans cette maison, il leur remplissait la tête de mensonges. Maman a choisi de partir. Maman ne veut pas de vous. Maman est malade et ne peut pas s'occuper de vous correctement. Ils m'effaçaient de leur vie, une histoire du soir à la fois. Et Constance Delorme s'assurait que tout le monde le sache. Cette femme traitait les réseaux sociaux comme sa parade de victoire personnelle. Tous les 2 jours, il y avait un nouveau post. Des photos d'elle avec mes enfants au zoo, à la plage, au restaurant. Grand-mère de l'année bénit la famille d'abord. Elle avait emménagé dans ma maison pour aider Bastien, ce qui signifiait en réalité qu'elle avait emménagé pour finir de m'effacer. Je me demandais si elle apprenait aussi à mes enfants que l'agressivité passive était un langage d'amour. Elle m'a envoyé un message privé environ 1 mois après l'audience, juste quelques phrases que je n'oublierai jamais. Elle a écrit que je n'avais jamais été assez bien pour son fils, que tout le monde pouvait le voir sauf moi, que mes enfants méritaient mieux qu'une mère comme moi. J'ai fixé ces mots sur l'écran de mon téléphone pendant 1 heure, les relisant encore et encore, me demandant si elle avait peut-être raison. Pendant ce temps, Pauline avait pleinement rejoint la famille Delorme. Elle apparaissait dans les publications de Constance sur les réseaux sociaux, souriant dans ma cuisine, jouant avec mes enfants dans mon jardin. On lui offrait des cadeaux, une nouvelle voiture. Sa dette de carte de crédit mystérieusement remboursée. Notre mère était prise entre 2 feux. Le cœur brisé, ne comprenant pas comment ses 2 filles avaient fini dans des camps opposés d'une guerre. La situation financière m'étranglait. L'avocat de Bastien déposait requête sur requête pour retarder le paiement de la pension alimentaire, des ordonnances temporaires, des reports, des demandes de documents supplémentaires. Toutes les ruses juridiques possibles pour m'empêcher d'avoir de l'argent pendant que je me noyais. Je faisais des doubles gardes à l'hôpital juste pour payer le loyer et la nourriture. J'ai arrêté de prendre le petit déjeuner et le déjeuner pour économiser de l'argent. Je me répétais que c'était du jeûne intermittent pour ma santé, mais en réalité, c'était du jeûne intermittent parce que mon portefeuille était sous assistance respiratoire. J'ai vendu le bracelet en or de ma grand-mère, le seul bijou qui signifiait quelque chose pour moi, juste pour payer le loyer 1 mois. Puis j'ai découvert que Bastien avait ouvert des cartes de crédit à mon nom pendant notre mariage. Des cartes dont j'ignorais l'existence, et il les avait plafonnées et avait arrêté de faire les paiements. Je suis devenu fiché Banque de France. Je ne pouvais pas être approuvé pour un meilleur appartement, un crédit auto ou quoi que ce soit. Il n'avait pas seulement pris mon présent, il avait saboté mon avenir. Le travail est devenu un autre champ de bataille. Une nouvelle superviseuse est apparue dans mon service environ 2 mois après le divorce. Elle s'appelait Régine Duval. Et dès le premier jour, elle m'a traité comme quelque chose sur quoi elle avait marché. Mon emploi du temps était modifié sans préavis. J'ai reçu un avertissement pour être arrivé 3 minutes en retard après avoir travaillé 12 heures d'affilée. Mes heures ont été réduites, passant d'un temps partiel à de la survie pure. Je pensais que c'était juste de la malchance jusqu'à ce qu'une collègue mentionne avoir vu Régine à un événement caritatif, debout avec Constance Delorme, riant ensemble comme de vieilles amies. Il n'y a pas de coïncidence. La portée de Bastien s'étendait dans tous les coins de ma vie. Je commençais à penser qu'il avait une sorte de liste de contrôle de méchants de cinéma et qu'il cochait simplement les éléments un par un. Le point le plus bas absolu est survenu un samedi de mars, le 6e anniversaire de Théo. J'avais supplié pour avoir un droit de visite ce jour-là. Supplié. J'avais proposé de venir tôt ou de rester tard pour faire ce que Bastien voulait. Juste s'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils pour son anniversaire. L'avocat de Bastien a envoyé une réponse formelle refusant en raison de conflit d'horaire avec la célébration prévue. Alors, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai conduit jusqu'à la maison la maison où j'avais ramené mes 2 bébés de l'hôpital. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai juste regardé. À travers les fenêtres, je pouvais voir des ballons et des serpentins. Je pouvais voir des enfants courir avec des chapeaux de fête. Je pouvais voir Constance portant un énorme gâteau d'anniversaire vers la salle à manger. Et je pouvais voir mon fils, mon Théo, entouré de gens célébrant sans moi. Je me suis assise dans ma voiture en mangeant des sandwichs de station-service pour le dîner tout en regardant la fête d'anniversaire de mon fils à travers une fenêtre comme une sorte de fantôme de banlieue. Le genre de pleurs où vous ne pouvez plus respirer et où tout votre corps tremble. Le genre de pleurs qui vient d'un endroit si profond que vous ne saviez même pas qu'il existait.
Et puis Bastien m'a repéré. Il est sorti avec son téléphone déjà à la main, déjà en train de composer le numéro. La police est arrivée 20 minutes plus tard. L'officier était désolé mais ferme. Je ne faisais rien d'illégal en me garant sur une voie publique, mais Bastien avait affirmé que je harcelais et traquais sa famille. L'officier a suggéré que je parte avant que les choses ne s'enveniment, alors je suis parti. Je suis retourné dans mon studio avec sa vue sur un mur de briques, et je me suis demandé si cela allait être le reste de ma vie. La semaine suivante, l'avocat de Bastien a déposé une demande d'ordonnance de protection contre moi. Une ordonnance restrictive contre une mère qui voulait juste voir ses enfants pour l'anniversaire de son fils. Les documents me décrivaient comme erratique, instable et potentiellement dangereuse. Il demandait qu'il me soit interdit d'approcher à moins de 150 mètres de la maison familiale, de l'école des enfants et du lieu de travail de Bastien. J'allais tout perdre, pas seulement ma maison et mon argent, mais toute chance d'être à nouveau une vraie mère pour mes enfants. Bastien allait gagner complètement, et il n'y avait rien que je puisse faire. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ce week-end-là, je suis allé dîner chez ma mère. Elle avait essayé de rester neutre entre moi et Pauline, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Ses deux filles déchirées. Ses petits-enfants tenus loin d'elle parce qu'elle refusait de prendre parti. Après le dîner, elle a mentionné qu'elle avait nettoyé le garage. Elle avait trouvé des cartons de vieilles affaires, des choses que j'avais stockées là il y a des années quand Bastien et moi avons emménagé dans notre maison et n'avions pas assez de place dans les placards. Elle a demandé si je voulais les prendre ou si elle devait tout donner. Je n'étais pas d'humeur à trier de vieux souvenirs, mais quelque chose m'a fait dire oui. J'ai chargé 3 cartons poussiéreux dans ma Toyota et je les ai ramenés dans mon minuscule appartement. Ce soir-là, je les ai ouverts, m'attendant à trouver de vieux vêtements, peut-être quelques livres, des cadeaux de mariage oubliés. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était un disque dur externe noir tout simple. Je l'avais complètement oublié. Au début de notre mariage, quand Théo n'était qu'un bébé, j'aidais Bastien avec son travail de bureau à domicile, classer des choses, organiser des reçus, parfois sauvegarder son ordinateur quand il était trop occupé. J'avais copié un tas de ces fichiers sur ce disque comme sauvegarde. Et puis la vie est devenue trépidante, je l'ai mis dans un carton et je n'y ai plus jamais pensé. J'ai failli le jeter sans regarder. Failli. Mais quelque chose m'a fait le brancher sur mon ordinateur portable, et ce que j'ai trouvé a tout changé. Le disque dur contenait des milliers de fichiers remontant à 6 ans. Des tableurs, des emails, des relevés bancaires, des documents juridiques. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. Les chiffres étaient déroutants. Le langage plein de termes commerciaux que je reconnaissais à peine. Mais plus je creusais, plus l'image devenait claire. Bastien avait un secret. Il y a 6 ans, à peu près au moment où Théo est né, mon mari avait formé une société à responsabilité limitée, une SARL avec un nom générique et ennuyeux qui ne signifiait rien pour moi. Mais selon ces fichiers, cette société recevait des paiements substantiels chaque mois. Frais de consultation, disaient les factures, transférés depuis son employeur. Mais ces paiements n'apparaissaient jamais sur nos comptes communs. Ils n'apparaissaient jamais sur les déclarations d'impôts que je signais. Ils allaient ailleurs, complètement ailleurs. Je ne suis pas une experte financière. Les chiffres n'ont jamais été mon fort. Une fois, j'ai mal équilibré mon carnet de chèques et je me suis accidentellement convaincu que j'étais riche pendant environ 3 heures glorieuses avant que la réalité ne me rattrape. Mais même moi, je pouvais voir que quelque chose clochait vraiment. J'ai passé la nuit entière à parcourir les fichiers, à prendre des notes, à essayer de comprendre l'ampleur de ce que Bastien avait caché. Au matin, j'avais une estimation approximative. Sur 6 ans, Bastien avait détourné au moins 800 000 € via cette société. 800 000 € dont j'ignorais l'existence. 800 000 € qui n'avaient jamais été divulgués lors de notre procédure de divorce. Mais ce n'était même pas le pire. J'ai trouvé des emails, des conversations entre Bastien et son avocat qui remontaient à des années avant qu'il ne me signifie les papiers du divorce. Dans un email, son avocat discutait explicitement de la façon de garder la société invisible lors du « divorce éventuel ». Ces mots, le divorce éventuel. Bastien prévoyait de me quitter alors que j'allaitais encore son fils. Alors que je me réveillais à 3 heures du matin pour les téter, alors que je survivais sans sommeil et avec du café froid, mon mari complotait pour me cacher de l'argent. Ce n'était pas juste un homme qui n'était plus amoureux et voulait passer à autre chose. C'était une fraude financière calculée et préméditée. J'avais besoin d'aide, d'une aide professionnelle,
mais je pouvais à peine payer mes courses, sans parler d'experts comptables judiciaires et d'avocats. J'étais prête à abandonner, à accepter que connaître la vérité n'était pas la même chose que de pouvoir l'utiliser, quand je me suis souvenu de quelqu'un au travail. Elle s'appelait Béatrice Okonko. Elle travaillait dans un autre service maintenant, mais il y a des années, elle avait été une sorte d'enquêtrice financière. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles elle avait quitté cette carrière après un burn-out, qu'elle avait vu trop de laideur corporative et avait besoin de changement. Nous n'étions pas des amis proches, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Elle était l'une des rares collègues qui ne m'avait pas traité différemment après mon divorce très public. Je lui ai demandé si je pouvais lui offrir un café. Elle a dit oui. Nous nous sommes assises dans un box au coin d'un café près de l'hôpital et je lui ai tout raconté, le divorce, la bataille pour la garde, le disque dur caché. Je lui ai montré certains des fichiers sur mon téléphone, juste des captures d'écran des tableurs et des emails. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que c'était compliqué, qu'elle n'était pas sûre de ce que cela signifiait, que je devrais probablement consulter un professionnel. Au lieu de cela, Béatrice a regardé ses fichiers et a laissé échapper un sifflement bas. Elle a posé sa tasse de café et m'a fixé pendant un long moment. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu des comptes aussi maquillés depuis que sa cousine avait essayé de faire ses propres impôts après 3 verres de vin. Puis elle est devenue sérieuse et m'a dit que ce n'était pas juste des actifs cachés. C'était de la fraude. Béatrice a passé les 2 semaines suivantes à m'aider à comprendre ce que Bastien avait fait. Elle travaillait après ses heures en utilisant des compétences qu'elle pensait avoir laissées derrière elle, traçant l'argent à travers divers comptes. Et ce qu'elle a trouvé était encore pire que ce que j'avais imaginé. La société possédait une propriété, un appartement de vacances près du lac d'Annecy dont je n'avais jamais entendu parler, jamais vu, dont j'ignorais l'existence, d'une valeur d'environ 380 000 €. Alors que je vendais les bijoux de ma grand-mère pour payer le loyer, mon mari était assis sur une résidence secondaire secrète. 4 chambres, vue sur le lac, jacuzzi sur la terrasse. L'audace de la chose me faisait bouillir le sang. Mais il y avait plus. La société effectuait des paiements mensuels à Constance Delorme, répertoriés comme frais de consultation pour « services administratifs », 68 000 € sur 4 ans. Constance Delorme, qui n'avait jamais fait de travail administratif de sa vie. Constance Delorme, qui passait ses journées à poster sur les réseaux sociaux et à faire du shopping et apparemment à commettre une fraude fiscale. Ces paiements étaient clairement faux, conçus pour transférer de l'argent à sa mère tout en créant des déductions fiscales frauduleuses. Ce n'était pas seulement cacher des actifs à un conjoint. C'était de la fraude fiscale impliquant toute sa famille. Mon approche personnelle de l'argent a changé définitivement après avoir découvert tout cela. J'ai réalisé que peu importe à quel point vous faites confiance à quelqu'un, vous devez toujours comprendre vos propres finances. Maintenant, je garde une épargne d'urgence à mon nom uniquement. De l'argent que je contrôle complètement. La confiance est belle, mais la vérification est la survie. Béatrice m'a mise en contact avec un ancien collègue à elle, un expert comptable judiciaire nommé Henri Vasseur. Henri a jeté un coup d'œil aux preuves et a accepté de travailler avec moi sur la base d'un paiement différé. Il a dit que des cas comme celui-ci étaient exactement la raison pour laquelle il était entré dans ce domaine. Ensuite, Henri m'a mise en contact avec une avocate en droit de la famille nommée Diane Perrault, spécialisée dans les cas de fraude au divorce. Elle travaillait au résultat pour des situations exactement comme la mienne. Diane était une petite femme aux yeux perçants et n'avait absolument aucune patience pour les bêtises. Elle me rappelait un terrier, petite mais absolument réticente à lâcher prise quand elle avait quelque chose entre les dents. Elle a tout passé en revue, ce que Béatrice et Henri avaient trouvé, a posé environ 50 questions, puis s'est adossée à sa chaise avec ce que je ne peux décrire que comme un sourire prédateur. Elle m'a dit que ces preuves n'étaient pas seulement suffisantes pour rouvrir mon dossier. C'était suffisant pour détruire Bastien complètement. Mais alors elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle a dit que nous ne pouvions pas simplement aller au tribunal avec ça. Nous devions être stratégiques. Nous avions besoin que Bastien se sente en sécurité, confiant, qu'il ait l'impression d'avoir déjà gagné. Nous avions besoin qu'il mente sous serment à propos d'actifs dont il pensait que personne ne connaissait l'existence. Nous avions besoin qu'il commette un parjure. Nous devions tendre un piège. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. J'ai ressenti la plus petite lueur d'espoir. Et sous cet espoir, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose qui avait été enterré sous tout ce chagrin et cette humiliation. Je commençais à être en colère. Pendant qu'Henri continuait son travail d'analyse,
il a découvert autre chose dans les dossiers financiers. Des relevés de cartes de crédit montrant des achats qui n'avaient aucun sens pour le style de vie supposé de Bastien. Des bijoux coûteux que je n'avais jamais reçus. Des réservations d'hôtels à Paris des week-ends où il prétendait être à des conférences. Des paiements mensuels allant sur un compte individuel appartenant à une femme nommée Karine Legrand. Henri a retracé Karine Legrand. Il a trouvé son profil sur les réseaux sociaux soigneusement réglé sur privé mais avec une photo publique visible, une annonce de grossesse, 7 mois, postée il y a tout juste 3 semaines. Bastien avait une petite amie, il était probablement avec elle depuis au moins 2 ans d'après les relevés de paiement, et elle était enceinte de son enfant. Mon mari s'était assis dans cette salle d'audience et m'avait dépeinte comme une mère indigne alors que sa maîtresse portait son bébé. Il avait prétendu que j'étais instable tout en construisant une vie secrète entièrement séparée. Il avait ri de moi tout en me trahissant d'une manière que je commençais seulement à comprendre. La femme que je suis il y a 8 mois se serait effondrée à cette nouvelle. La femme que je devenais l'a simplement ajoutée au dossier. Juste une autre munition, juste un autre clou dans son cercueil. Diane Perrault a exposé le plan. Nous allions déposer une requête pour modifier la garde et une requête séparée pour annuler le jugement de divorce original pour cause de fraude. Mais nous ferions en sorte que notre dépôt initial paraisse faible, routinier, facile à vaincre. Nous laisserions Bastien penser que je faisais une dernière tentative désespérée avant d'abandonner pour toujours. Et ensuite, nous refermerions le piège. Diane Perrault était une stratège hors pair. Elle a expliqué que la plus grande faiblesse de Bastien était son arrogance. Il croyait être la personne la plus intelligente dans chaque pièce. Il croyait avoir parfaitement couvert ses traces. Il croyait que j'étais trop abattu et trop stupide pour riposter. Nous allions utiliser cette arrogance contre lui. La première étape consistait à rendre nos dépôts légaux pathétiques. Diane a rédigé une requête pour modifier la garde qui se concentrait sur des arguments émotionnels plutôt que sur des preuves. Elle a écrit à quel point mes enfants me manquaient, comment l'arrangement actuel causait des dommages psychologiques, comment je méritais une seconde chance. Cela se lisait comme un plaidoyer désespéré d'une femme qui n'avait plus rien à offrir à part des sentiments. Exactement ce que nous voulions que Bastien voie. La deuxième étape était plus difficile. Je devais jouer la défaite. Diane m'a coaché sur ce qu'il fallait dire si je croisais quelqu'un lié à Bastien. Je pensais déménager en Bretagne pour être plus près de la famille éloignée, mentionnerais-je avec désinvolture. Peut-être était-il temps d'accepter que la Côte d'Azur contenait trop de souvenirs douloureux. J'ai laissé échapper cette information à ma mère, sachant qu'elle le mentionnerait à Pauline, sachant que Pauline courait tout droit le dire à Bastien. J'ai pratiqué mon expression de défaite dans le miroir de la salle de bain tellement de fois que mon reflet a commencé à avoir l'air vraiment inquiet pour moi. Du grand art dramatique. Le piège était tendu. Tout ce que j'avais à faire était de ressembler à une femme qui avait abandonné. Pendant ce temps, j'avais une plus petite bataille à mener. Régine Duval rendait ma vie professionnelle misérable depuis des mois. Chaque quart de travail était une nouvelle humiliation. Mais maintenant je comprenais que rien dans ma vie n'était plus une coïncidence. J'ai commencé à tout documenter. Chaque changement d'horaire fait sans préavis approprié. Chaque avertissement écrit pour des problèmes mineurs que d'autres employés faisaient quotidiennement sans conséquence. Chaque fois qu'elle me désignait devant des collègues, je construisais un dossier tout comme Bastien avait construit un dossier sur moi, sauf que le mien était basé sur la vérité. Puis j'ai déposé une plainte formelle auprès des ressources humaines. J'ai inclus des preuves du lien de Régine avec Constance Delorme, des photos sur les réseaux sociaux d'elles ensemble à des événements caritatifs, une capture d'écran de Constance remerciant Régine d'être une amie si merveilleuse pendant des moments familiaux difficiles. L'implication était claire. Régine n'était pas juste une mauvaise superviseuse. Elle participait à une campagne de harcèlement coordonné. Les RH ont pris cela au sérieux, très au sérieux. En 2 semaines, Régine Duval a été discrètement transférée dans un autre service à l'autre bout de la ville. Mes heures ont été rétablies. Mon emploi du temps stabilisé. C'était une petite victoire, mais elle m'a appris quelque chose d'important. J'étais capable de riposter. J'étais capable de gagner. Régine pensait probablement qu'elle était intouchable grâce à ses amis haut placés. Il s'avère que les amis haut placés ne signifient pas grand-chose quand vous laissez une trace écrite de violation du droit du travail longue d'1 kilomètre. L'audience pour l'ordonnance de protection est venue ensuite. L'avocat de Bastien m'a présenté comme une femme instable qui avait traqué sa propre famille lors de l'anniversaire d'un enfant.
Diane a présenté des preuves que Bastien refusait systématiquement mes droits de visite légaux depuis des mois, que ces allégations de harcèlement étaient en fait des tentatives de me contrôler et de me punir pour avoir cherché à accéder à mes propres enfants. Le juge a examiné les preuves et a rejeté la demande d'ordonnance. Bastien avait l'air agacé mais pas inquiet. Il pensait toujours qu'il gagnait la guerre. Puis vint l'audition. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un moment où l'on pose des questions sous serment avant un procès. Tout ce que vous dites est enregistré et peut être utilisé contre vous plus tard. Diane a programmé l'audition de Bastien dans le cadre de notre requête de modification de la garde. Elle lui a dit que c'était routinier, juste la procédure standard pour tout cas de garde. Bastien est arrivé à cette audition avec son avocat coûteux, son costume coûteux et sa confiance absolue d'avoir déjà gagné. Son avocat facturait probablement 475 € de l'heure pour s'asseoir là et avoir l'air cher. Beau travail si vous pouvez l'obtenir. Diane a posé des questions douces, des questions faciles. Elle a posé des questions sur ses revenus, ses actifs, sa situation financière. Elle a demandé s'il possédait des entreprises ou avait des intérêts commerciaux en dehors de son emploi principal. Non, a dit Bastien. Juste mon salaire et les avantages standards. Elle a demandé s'il possédait des biens immobiliers autres que la maison familiale. Non, a dit Bastien. Juste la maison d'Antibes. Elle a demandé s'il avait des relations financières avec des membres de sa famille, des paiements ou des transferts à des proches. Non, a dit Bastien. Rien de tel, chaque réponse était un mensonge. Chaque réponse était un parjure. Et chaque réponse était enregistrée, documentée et certifiée. L'avocat de Bastien avait l'air ennuyé tout au long de l'audition. Il ne s'était pas préparé parce qu'il ne pensait pas en avoir besoin. Il ne savait pas pour le disque dur. Il ne savait pas pour Béatrice et Henri. Il ne savait pas que son client venait de se détruire sous serment. Après l'audition, Diane et moi avons examiné l'enregistrement ensemble. Elle avait ce regard sur son visage comme un chat qui venait de coincer une souris très grasse. Elle m'a dit que nous le tenions complètement et totalement. Maintenant, nous devions juste nous préparer pour la bataille finale. Mais il y avait une dernière chose que je devais faire d'abord, quelque chose de personnel. Si cette histoire résonne en vous, je vous serai très reconnaissante si vous appuyez sur le bouton s'abonner. Votre soutien m'aide à continuer et signifie plus que vous ne le saurez jamais. Je suis allé voir Pauline, pas à son appartement où elle pourrait refuser d'ouvrir la porte. Je l'ai trouvée dans un café qu'elle fréquentait, un endroit où nous allions ensemble à l'époque où nous étions vraiment sœurs. Elle a levé les yeux de son téléphone et m'a vu debout là, et son visage a traversé environ 15 émotions différentes en 2 secondes. Je me suis assise en face d'elle sans demander la permission. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les emails. Les emails où Bastien et son collègue discutaient de la façon de l'utiliser. Les emails où il l'appelait une « idiote utile ». Ces mots exacts, « idiote utile ». Les emails où il riait de la facilité avec laquelle elle était manipulable. Les emails où son petit ami promettait de la larguer une fois qu'il aurait obtenu sa promotion et qu'elle ne serait plus nécessaire. Pauline a lu ces emails et a commencé à pleurer. Pas des larmes délicates. Des pleurs laids, désordonnés, la morve coulant sur son visage. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée encore et encore, mais je ne voulais pas de ses excuses. Je voulais qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit qu'elle avait témoigné contre sa propre sœur pour un homme qui l'utilisait. Je lui ai dit qu'elle avait aidé à enlever des enfants à leur mère pour des réservations de dîner et une voiture louée. Je lui ai dit que notre grand-mère aurait honte d'elle, et j'ai regardé cela la frapper comme un coup physique. Puis je lui ai dit qu'elle avait le choix. Elle pouvait continuer sur la voie qu'elle avait choisie, vivre avec les Delorme et prétendre que tout allait bien. Ou elle pouvait dire la vérité. Elle pouvait signer une attestation sur l'honneur, admettant qu'elle avait été coachée, qu'elle avait subi des pressions, qu'on lui avait promis des récompenses pour son témoignage. Elle pouvait essayer d'arranger les choses. Pauline a choisi la vérité. 2 jours plus tard, j'avais son attestation décrivant exactement comment Bastien et son avocat avaient préparé son témoignage, ce qu'il lui avait dit de dire, ce qu'il lui avait dit de souligner, comment ils avaient promis que son petit ami resterait avec elle si elle coopérait. C'était une preuve dévastatrice de subornation de témoins, et cela allait faire exploser leur dossier. La semaine précédant l'audience, Diane et moi avons fait les derniers préparatifs. Nous avions le rapport de comptabilité judiciaire documentant chaque dollar caché. Nous avions les titres de propriété pour l'appartement du lac d'Annecy. Nous avions des relevés bancaires montrant les paiements à Constance.
Nous avions des preuves de la liaison avec Karine Legrand et de sa grossesse. Nous avions la preuve que Bastien avait commis un parjure lors de son audition. Nous avions l'attestation de Pauline sur le coaching. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. La nuit avant l'audience, je ne pouvais pas dormir. Je me tenais à la fenêtre de mon minuscule studio, regardant le mur de briques qui avait été ma vue pendant 8 mois. Et je pensais à tout ce qui avait mené à ce moment. La fille qui faisait confiance trop facilement. L'épouse qui ne remettait jamais rien en question. La mère qui avait tout perdu. Je n'étais plus cette femme. J'avais été brisée, oui, mais je m'étais reconstruite en quelque chose de plus fort. Demain, Bastien Delorme allait apprendre ce qui se passe quand on sous-estime quelqu'un que l'on a essayé de détruire. La salle d'audience semblait différente maintenant. La dernière fois que j'avais été ici, j'étais une femme brisée regardant sa vie s'effondrer. Aujourd'hui, j'étais quelque chose de tout à fait différent. Bastien est arrivé avec son avocat portant un mince dossier. Il ne s'était préparé à rien d'autre qu'une victoire facile. Constance Delorme était assise derrière eux, portant des perles et un sourire satisfait. Puis je suis entré avec Diane Perrault portant 3 dossiers épais et une boîte d'archives. Derrière nous, Henri Vasseur avec son rapport de comptabilité judiciaire. Le sourire narquois de Bastien a vacillé quand il a remarqué les dossiers. L'ouverture de Diane a été brève. Preuve de fraude dans la procédure de divorce originale, déclaration financière délibérément falsifiée, motif pour annuler le jugement et reconsidérer la garde. Henri Vasseur a témoigné en premier. Il a retracé la société cachée de Bastien, les transferts mensuels déguisés en frais de consultation, total dissimulé des actifs matrimoniaux, 815 000 €. Mais il n'avait pas fini. Titre de propriété pour un appartement à Annecy, 4 chambres, vue sur le lac, acheté via la société pour 360 000 € une résidence secondaire cachée tout au long de notre mariage et divorce. Puis les paiements à Constance. 68 000 € pour des services administratifs jamais effectués. Fraude fiscale impliquant les deux. Diane a diffusé l'enregistrement de l'audition de Bastien, sa propre voix. Possédez-vous des entreprises en dehors de votre emploi principal? Non. Des biens immobiliers autres que la maison familiale? Non. Des relations financières avec des membres de la famille? Non. Mensonge après mensonge dans ses propres mots. L'avocat de Bastien a demandé une suspension de séance. Il était furieux. Il était entré dans ce qu'il pensait être une affaire facile et a découvert que son client avait commis plusieurs délits et lui avait menti à ce sujet. Ensuite, Diane a présenté des preuves concernant Karine Legrand, relevés de cartes de crédit montrant des bijoux, des séjours à l'hôtel, des dîners romantiques, des paiements mensuels totalisant 57 000 € sur 2 ans, et l'annonce de grossesse. Enceinte de 7 mois, conçue alors que Bastien était encore marié avec moi et se battait pour la garde. Bastien a commencé à crier que sa vie personnelle n'était pas pertinente. Le juge l'a averti de se contrôler. Puis Diane a appelé Pauline Selena, ma sœur. Elle a témoigné que Bastien et son avocat l'avaient coaché avant l'audience de garde originale. Il lui avait dit de souligner chaque fois que je semblais fatigué ou stressé, de caractériser une parentalité normale comme un comportement inquiétant. Ils avaient promis une promotion à son petit ami si elle coopérait. Elle m'a regardé et a dit qu'elle était profondément désolée pour ce qu'elle avait fait. Constance n'a pas pu rester silencieuse. Elle s'est levée et a crié sur Pauline. Traîtresse. Menteuse. Le juge l'a avertie. Elle l'a ignorée. Lorsque Diane a présenté les preuves de fraude fiscale impliquant Constance directement, elle a complètement perdu le contrôle. Elle a essayé de s'approcher du banc en hurlant que j'avais tout fabriqué. Le juge a ordonné à l'huissier de la faire sortir. Constance Delorme a été escortée dehors, criant toujours, son image publique soigneuse brisée. Je l'ai regardée partir et je n'ai rien ressenti. Elle était devenue insignifiante. Diane a prononcé sa plaidoirie finale. Fraude, parjure, actifs cachés, subornation de témoins, aliénation parentale. Elle a demandé l'annulation du jugement original, le transfert de la garde à moi, l'attribution de la maison familiale à titre de compensation, et le renvoi de l'affaire au procureur pour enquête criminelle. La juge a dit qu'elle en avait assez vu. Elle a demandé une suspension d'1 heure pour examiner les preuves et préparer sa décision. L'avocat de Bastien était déjà au téléphone en sortant, appelant probablement son assureur responsabilité professionnelle pour les avertir qu'une très mauvaise journée allait empirer. Bastien était assis seul à la table de la défense,
regardant droit devant lui dans le vide, ressemblant à un homme regardant sa vie entière s'effondrer en temps réel. L'homme qui avait ri de moi dans la même salle d'audience il y a 8 mois ne pouvait même pas lever la tête. 1 heure plus tard, la juge est revenue avec sa décision. Elle a commencé par déclarer qu'en 22 ans sur le banc, elle avait rarement vu une inconduite aussi flagrante de la part d'une partie dans une procédure de divorce. Elle a dit que les preuves de fraude étaient accablantes et incontestables. Elle a dit que le parjure commis lors de l'audition était une affaire criminelle grave qui serait renvoyée au bureau du procureur de la République pour poursuite. Puis elle a rendu le jugement. La garde des 2 enfants mineurs, Manon et Théo, m'était immédiatement et entièrement transférée. Garde physique, autorité parentale, tout. Bastien recevrait des visites surveillées 2 fois par mois en attendant l'enquête sur les allégations d'aliénation parentale. Le même arrangement qu'il avait essayé de m'imposer, la même humiliation qu'il avait voulu me faire subir. La maison familiale à Antibes m'a été attribuée. La juge a estimé que la maison avait été payée avec des revenus matrimoniaux que Bastien avait frauduleusement dissimulés, et par conséquent j'y avais droit à titre de restitution pour la fraude. La maison que j'avais décorée, la maison que j'avais nettoyée, la maison que j'avais remplie d'amour est perdue. Elle était à nouveau mienne. Une expertise comptable complète a été ordonnée pour tous les actifs liés à la société de Bastien, la propriété d'Annecy et tout autre compte caché. Les estimations préliminaires suggéraient que je recevrais au moins 70% de tous les actifs découverts, plus des dommages et intérêts pour la fraude elle-même. On a ordonné à Bastien de payer tous mes frais juridiques et d'expertise. Chaque dollar que j'avais dépensé pour me battre pour mes enfants sortirait de sa poche. Chaque heure que Diane avait travaillé, chaque calcul qu'Henri avait fait, chaque document que Béatrice avait analysé, il paierait pour tout cela. La pension alimentaire pour enfants a été recalculée sur la base de ses revenus réels, et non des faux chiffres qu'il avait divulgués. Le montant mensuel était presque le triple de ce qu'il avait été condamné à payer à l'origine. Et enfin, l'affaire était renvoyée à la fois au procureur pour des accusations de parjure criminelle et au Conseil de l'ordre pour enquête sur l'implication potentielle de son avocat dans la dissimulation de la fraude. Bastien est resté complètement immobile pendant que la juge lisait chaque point. Son visage était passé du blanc au gris, puis à quelque chose qui n'avait pas de couleur. Son costume coûteux semblait soudain trop grand pour lui, comme s'il avait rétréci à l'intérieur. Son avocat rangeait déjà sa mallette, ne faisant même plus semblant de faire partie de l'affaire. Quand la juge a fini, elle a regardé directement Bastien. Elle lui a dit qu'elle espérait qu'il comprenait les conséquences de ses choix, qu'il n'avait pas seulement commis des crimes financiers, mais qu'il avait tenté de détruire la relation entre ses enfants et leur mère. Que d'après son expérience, les gens qui se comportaient comme il l'avait fait trouvaient rarement le bonheur car ils portaient leur malhonnêteté avec eux où qu'ils aillent. Puis elle a levé la séance. Je me suis levé sur des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Diane m'a serré la main et m'a dit que nous avions gagné. Henri Vasseur m'a fait un signe de tête avec une satisfaction professionnelle, mais je pouvais à peine assimiler tout cela. 8 mois de combat. 8 mois à survivre avec rien. 8 mois à pleurer seul dans un studio avec vue sur un mur de briques. Et maintenant c'était fini. Alors que je me dirigeais vers la porte, Bastien a enfin parlé. Il a demandé si nous pouvions trouver un arrangement. Sa voix était petite, rien à voir avec l'homme confiant qui avait ri de moi dans cette même salle d'audience 8 mois plus tôt. Il a dit qu'il était sûr que nous pourrions trouver un compromis raisonnable. Il a dit qu'il me donnerait tout ce que je voulais si nous pouvions juste garder cela hors du tribunal pénal. Je ne lui ai pas répondu. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste continué à marcher. Mes enfants attendaient dans le couloir avec ma mère. Le tribunal avait pris des dispositions pour qu'ils soient amenés de l'école afin qu'ils puissent rentrer avec moi immédiatement. Manon m'a vu la première. Elle est restée figée un instant, incertaine, et j'ai réalisé à quel point les mensonges de Bastien avaient fait des dégâts. 8 mois à s'entendre dire que maman les avait abandonnés. 8 mois à apprendre à douter de moi. Mais ensuite Théo m'a repéré et s'est mis à courir, percutant mes jambes avec assez de force pour presque me renverser. « Maman » a-t-il dit. « On rentre à la maison avec toi. »« Oui, bébé » lui ai-je dit. « On rentre à la maison. » Manon s'est approchée lentement, toujours prudente. Mais quand je me suis agenouillé et que j'ai ouvert mes bras, elle est venue vers moi. Elle a enfoui son visage dans mon épaule et a chuchoté qu'elle savait que je ne les avais pas laissés. Elle savait que papa mentait. Elle l'avait su tout le temps, mais elle ne savait pas comment le dire.
J'ai tenu mes 2 enfants dans ce couloir du tribunal et je me suis laissé pleurer pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. Mais c'étaient des larmes différentes. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, de victoire, d'une mère qui s'était battue à travers tout pour récupérer ses enfants. Tout s'est effondré rapidement après ça. Karine Legrand a quitté Bastien moins d'une semaine après l'audience quand elle a réalisé que l'argent avait disparu et que des accusations criminelles arrivaient. Apparemment, l'amour ne dure qu'aussi longtemps que la carte de crédit fonctionne. Constance Delorme a reçu sa propre lettre du fisc concernant les paiements de consultation frauduleux. Aux dernières nouvelles, elle a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux. Plus de béni pour elle. L'avocat de Bastien s'est retiré de l'affaire et a fait face à sa propre enquête du Conseil de l'ordre pour avoir potentiellement aidé à dissimuler la fraude. Et Bastien lui-même? Aux dernières nouvelles, il a mis à jour son profil de rencontre pour dire qu'il traversait des changements de vie, ce qui je suppose est techniquement exact si l'on considère une peine de prison potentielle et la perte de tout ce que vous avez jamais eu comme des changements de vie. 3 semaines après l'audience, je me tenais sur le pas de la porte de ma maison. Ma maison. La maison que j'avais perdue et regagnée. Je regardais mes enfants jouer dans le jardin. Le même jardin où j'avais appris à Manon à faire du vélo. Le même jardin où j'avais poussé Théo sur sa balançoire pendant des heures. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Pauline était là aussi, reconstruisant timidement ce qu'elle avait brisé. Nous n'étions pas encore réconciliés, ma sœur et moi. La confiance qu'elle avait détruite prendrait des années à reconstruire, si tant est qu'elle puisse l'être complètement un jour. Mais nous essayons. La famille est compliquée. Le pardon est plus difficile. Mais nous prenions les choses un jour à la fois. Le soleil se couchait sur Antibes, peignant tout en or et rose. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 1 an. La femme qui faisait confiance aveuglément et ne remettait rien en question. La femme qui se laissait contrôler parce qu'elle pensait que c'était de l'amour. Cette femme avait disparu. La plus forte vengeance n'est pas de détruire quelqu'un qui vous a fait du mal. La plus forte vengeance est de reconstruire tout ce qu'ils ont essayé de prendre et de le rendre meilleur qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Bastien Delorme avait ri de moi au tribunal. Il m'avait dit que je ne reverrais jamais mes enfants. Il pensait avoir gagné. Il avait tort. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'autres de mes histoires les plus poignantes sont déjà sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et ne manquez pas la meilleure partie. Vous allez adorer. À bientôt dans la prochaine.